Bonjour et bienvenue sur le plateau de cet hebdo. C'est officiel, donc le programme scolaire de l'année 2015-2016. L'année débute demain, lundi à 7h et va s'achever à 7h30 minutes plus exactement, et va s'achever le 29 juillet 2016 à 15h30. Depuis quelques semaines, donc les parents se rendent dans les marchés, les supermarchés, les librairies pour accueillir non seulement les fournitures mais les manuels scolaires. Et d'ailleurs, nous, on va s'intéresser à ces derniers. Comment sont-ils choisis? En parlant même des programmes scolaires eux-mêmes, comment les définit-on? L'éducation au Cameroun obéit-elle à une vision précise? Si oui, quelle est-elle? Est-elle en adéquation avec le Cameroun et le monde de demain? Des experts présents sur ce plateau pourront nous dire ce qu'ils en pensent. Et puis cet autre double attentat de Kerawa, près d'une trentaine de morts selon des chiffres officiels. L'horreur ne s'achève donc pas. Boko Haram continue la saga de ces crimes. Mais finalement, pour quelles raisons? On va tenter de comprendre quel est l'impact que toute cette violence a sur notre psychologie aujourd'hui. On va en discuter, mais compte tenu du retard qu'on a pris dans le démarrage de cette émission, je présente très rapidement le panel. Le docteur Yvette Balana, la seule femme d'ailleurs du panel, est avec nous ce matin, enseignante et chercheuse à l'Université de Douala. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Mme Dora et merci de m'avoir invitée. Docteur Luisson Ambroise Essomba, également enseignant à l'Université de Douala, juriste publiciste. Voilà, exactement, bonjour et bienvenue. Bonjour Dora, bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Permettez-moi, Dora, si vous en avez convenance, de sacrifier un rite habituel qui couronne ce genre de rencontre. C'est celui qui consiste à saluer les éminents panélistes qui sont avec nous sur ce plateau. Nous espérons que les thèmes prévus à l'ordre du jour seront très bien analysés pour servir et éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent. On l'espère aussi, docteur Emmanuel Ngwaba, inspecteur pédagogique et professeur de mathématiques, est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Dora, bonjour à tous vos millions de téléspectateurs au Cameroun et à l'étranger. Bonjour à tous les panélistes. J'espère que ce sera un très beau débat. Jean-Benoît Mevois, secrétaire général du Manidem, est aussi présent ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Charles Fongan, journaliste, nous fait l'honneur d'être là ce matin aussi. Bonjour Charles, bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Ok, tout de suite, on va peut-être très rapidement évacuer la question de cet autre attentat de Kerawa, parce que notre principal sujet aujourd'hui, c'est l'éducation, bien évidemment. Donc, on prend d'abord ce reportage de Sadou Mamoudou sur ce qu'on peut décrypter dans cette autre attaque de la secte islamiste Boko Haram. Reportage. Le carnage évité de justesse à Kerawa lors du double attentat suicide du jeudi 3 septembre 2015 par l'armée camerounaise renseigne en 3 points. Le fait qu'il y ait un attentat à ce niveau traduit au moins l'incapacité des kamikazes à entrer en profondeur. Il y a juste un cours d'eau qui sépare Kerawa Nigeria de Kerawa Cameroun. Cependant, ce double attentat meurtrier est un appel à la mise en musique, de manière urgente, des actions des forces coalisées. Aujourd'hui, à cause des problèmes structurels, à cause de certains problèmes conjoncturels, la force multinationale tarde à se mettre en place. Les États ne parviennent pas à dépasser les égoïsmes nationaux, ne parviennent pas à régler les problèmes d'ordre juridique, les problèmes d'ordre politique, les problèmes d'ordre stratégique, voire tactique. De ce point de vue, la force est dos au mur, les forces, des mesures fortes se doivent d'être prises. Qui plus est, les terroristes étant dans une posture de faiblesse militaire, activent leurs cellules dormantes par ricochet. Les forces de défense et de sécurité, comme la population, doivent redoubler de vigilance. J'insiste sur la nécessité de renforcer le renseignement de contact. J'insiste également sur la nécessité d'avoir des attitudes prudentes de la part de nos forces de défense et de sécurité, justement pour éviter des attentats sur les positions de nos forces de défense, mais également au niveau des espaces de forte fréquentation tels que les marchés et les édifices publics. Si pour le ministre Issa Chiroma Bakary de la communication, seule une symbiose entre l'armée et les populations pourra vaincre la terreur, les experts, quant à eux, s'accordent volontiers sur la qualité même des forces de défense pour réduire à sa plus simple expression le groupe terroriste Boko Haram.
Alors, docteur Luçon Ambroise Somba, quand bien même on réussissait à mettre vraiment sur pied cette force multinationale, est-ce que c'est pas une illusion de penser que de sitôt on arrêterait d'assister à des attaques de Boko Haram? Moi, je pense pouvoir dire d'entrée de jeu que ce serait difficile de le croire parce que, en réalité, le mode opératoire aujourd'hui qu'utilise Boko Haram me semble dynamique et emblématique au fur et à mesure que le temps ne fait que passer. Vous vous rendez compte que nous sommes au 6e attentat et les deux autres qui sont de vigueur se sont déroulés d'une manière assez extraordinaire. Vous avez vu la première fille qui explose à une bombe télécommandée et l'homme qui explose à une bombe commandée, c'est-à-dire autocommandée. Vous comprenez donc que les mesures qui sont prises ne peuvent pas se réduire uniquement à la force multinationale. Il faudrait, comme je l'évoquais sous d'autres cieux, préciser qu'en fait, l'horreur qui s'installe et qui crée une psychose aujourd'hui générale, j'aurais même pu commencer par là pour souhaiter mes condoléances à toutes ces familles durement attestées et dire en fait qu'en réalité, il faut dépasser la conception stratégique, militaire, pour asseoir des techniques de renseignement approfondies. Et par là, moi, je pense que cultiver aussi l'esprit d'une vigilance assurée, parce qu'on se rend compte que tant que ces éléments ne sont pas réunis, l'ennemi ne dort pas. Vous voyez, parfois, la technique utilisée aujourd'hui, c'est celle de l'endormissement, qui laisse croire qu'en principe, on ne frappera plus. Or, il y a là des mécanismes qui reviennent à tout moment. Et je l'évoquais aussi dans une des chaînes sœurs pour préciser que, en réalité, les forces endogènes sont pour beaucoup dans ce qui aujourd'hui se passe et qui structure l'horreur de cette nébuleuse Boko Haram. Parce qu'on ne peut pas nous expliquer que une fillette, un homme, une fillette de 17 ans et un homme âgé de 20 ou 22 ans traverseront la frontière du Cameroun et venir se faire exploser à Maroua ou à Kérawa, comme c'est le cas. Donc cela veut dire en fait qu'en réalité, il y a des forces exogènes qui pilotent cette histoire et c'est pourquoi il faut davantage renforcer la vigilance et le renseignement. Vous voulez parler des forces endogènes, hein? Oui, mais endogènes. Oui, d'accord. Vous avez dit exogènes. Voilà, endogènes, autant pour moi, parce que je le précisais, vous voyez, le premier l'homme explose à travers une autocommandation, il autocommande, il appuie l'explosion. Oui. Or, la fille s'est télécommandée, non de là, ça veut dire simplement qu'il y a une force sur place qui, à une certaine distance, pilote cette histoire. Et c'est pourquoi, comme le disait le doctorat, j'ai aimé la pertinence du propos. Il faut renforcer la vigilance et surtout les techniques de renseignement. Par ces deux voies-là, nous arriverons quand même pas à pallier totalement, mais à réduire ces attaques au point où on pourrait davantage les éradiquer. Alors, existence de forces endogènes ou pas, la question que j'ai envie de poser maintenant sur l'impact psychologique de cette violence à laquelle on assiste non seulement au Cameroun, mais même à l'extérieur, c'est Dr Yvette Balana. Est-ce que votre réaction aujourd'hui, à la vue du sang, à la vue de ces morts étalés, est la même que lors de la première fois que vous assistez à des scènes pareilles? Non, évidemment, non. Mais j'aimerais, avant de répondre à la question de l'impact psychologique de la violence, embrayer sur ce que disait le collègue tout à l'heure. Vous savez, les géostratèges écument les plateaux de nos chaînes de télévision depuis un certain temps et parlent de renseignement, parlent d'implication des populations. Mais quelles populations? Ont-elles été éduquées? Avant la sensibilisation, c'est l'éducation. Et chez nous, quand on parle d'éducation nationale, on s'arrête à la scolarité. Ce n'est pas cela l'éducation nationale. C'est la formation d'une société. Et à ce moment-là, les questions qui se posent sont les suivantes. Avons-nous une éducation au risque, à la prévention? Sommes-nous éduqués à cela? Non. Notre école ne nous a pas préparés à être éduqués au risque, à la prévention. Ça veut dire que n'importe qui peut arriver avec une bombe dans des lieux de grande fréquentation, à aborder un Camerounais dans son mental, dans ce que l'école néocoloniale nous apprend, nous a laissé comme mentalité. Il peut porter cette bombe-là sans même savoir que c'est une bombe. Voilà d'abord la réalité du problème. Donc on ne peut pas s'arrêter, comme disait le collègue tout à l'heure, à des problématiques géostratégiques. C'est prendre le bout de l'affaire. C'est un problème grave et il faut le mettre dans la durée. Donc éduquer les populations. Et les porteurs de pouvoir ont des canaux pour cela qu'ils n'utilisent pas à bon escient, il faut le dire. Maintenant, la violence, elle est au cœur de la vie sociale. La violence est... la vie sociale est une trame de violence. Alors, maintenant, quand la violence devient
quotidienne, quand elle n'est pas gérée par un certain nombre d'instances. Vous savez même qu'au cœur de l'éducation, il y a la violence. Mais c'est une violence constructive. Quand la violence devient anomique, quand elle devient un mode de vie, et elle est au cœur des sociétés modernes. Quand on vient, on vous colonise, on vous impose un système de pensée, c'est profondément violent. Et ça nous a déstructurés pour nous faire de nous des gens psychologiquement perturbés. Voilà la réalité. Donc cette violence-là, elle a un impact très négatif sur notre jeunesse, sur la jeunesse déjà qui voit des images en dehors même du terrorisme qui ne sont pas admises dans un pays comme le nôtre. Nous sommes un jeune État. Oui. Et donc c'est un problème grave, l'impact psychologique de cette violence. Quels sont les citoyens qu'on va former demain qui n'ont plus peur d'être devant des corps, du sang, qui n'ont même plus des petits-enfants, hein. Ils ont avec leur petit téléphone et ils font des photos sur des choses qui sont horribles. D'accord. Alors merci, Dr Yvette Balana. Jean-Benoît me voit. Est-ce que finalement, pour comprendre le rôle du terrorisme aujourd'hui, il ne faut pas considérer un ensemble d'éléments. Est-ce que ce n'est pas juste une pièce du puzzle? Parce que le docteur Yvette Balana l'évoquait il y a un instant, on assiste de manière générale à une recrudescence de la violence et progressivement, peut-être, il peut s'opérer une sorte de lavage de cerveau de manière à ce que la violence ne constitue plus vraiment un problème pour les populations. Ben, nous en sommes là et je crois que Dr Balana vient de le dire clairement. Nous n'avons pas une jeunesse qui a été éduquée et formée à des situations d'urgence ou de menaces comme celle-là. Vous avez entendu dire que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, ça c'est terminé, on ne parle plus de ça. Il faut que les gens soient formés politiquement dès le départ à l'école pour que notre système puisse entériner les capacités des uns et des autres et être à la dimension des États actuels, où c'est des États puissants, des États forts. Et c'est la concurrence. Vous voyez, aucun État n'est épargné par le terrorisme. Mais dans nos contextes actuels, il faut noter qu'il faut faire une différenciation entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe chez nous. Nous parlons ici d'une menace pour déstabiliser le Cameroun. Ce n'est pas une affaire d'attentat ou de terroriste, c'est une affaire de déstabilisation de l'État qu'est le Cameroun. Et cette déstabilisation a un but, la prise du pouvoir d'État. Ne vous y trompez pas, nous le disons depuis, et les gens pensent que c'est peut-être de la blague. Nous disons aux Camerounais de prendre conscience pour que les batailles de pouvoir qui se passent entre les différents clans du système dirigeant actuel ne nous amènent pas vers leur positionnement, parce qu'ils ont des relais d'abord étrangers et des relais locaux. À partir de là, tout est clair. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cavaille, l'a dit. M. Issa Chiroma l'a martelé. Vous n'allez pas nous voir dans une affaire de terrorisme qui concerne... Il n'y a pas d'État islamique ici. Ici, il s'agit des insurgés qui ont décidé de tuer les Camerounais pour essayer de réparer la peur au niveau des populations. Jean-Benoît me voit, cette affirmation, on a déjà tellement parlé de cela, mais ce qui est quand même vrai, c'est que si on peut difficilement dire qu'on connaît les visages de Boko Haram à l'extrême nord, on peut quand même reconnaître que c'est presque impossible. Jusqu'à l'heure actuelle, personne ne nous a prouvé qui... nous a montré qu'ils sont ces insurgés. Madame Dora, ne vous y trompez pas. Qui sont-ils donc? Ils sortiront de l'ombre. Ils sortiront de l'ombre. Vous savez, on commence par lancer ces expériences que vous voyez là. Et le moment venu, ils vont vous dire que nous voici, nous sommes prêts. Voilà pourquoi nous interpellons les Camerounais pour que même ceux qui nous dirigent actuellement prennent conscience, comme les docteurs l'ont dit, que ce n'est pas une affaire des militaires uniquement. Il faut intégrer le côté politique de cette affaire pour que la classe politique, la société civile, puisse être associée lorsque nous parlons d'union nationale ou lorsque nous parlons de coalition nationale pour protéger l'intégrité territoriale du Cameroun. Si vous ne le faites pas, on a tout faux et vous verrez comment nous allons être mangés dans une sauce que je ne peux pas dire pour le moment parce que les dispositions que, je vais dire, les états-majors de l'armée ont eu à prendre ne sont que des dispositions militaires uniquement. Alors, il faut aborder le problème maintenant sur le plan politique et social et même éducationnel, comme le docteur disait tantôt, qu'on commence à mettre dans la tête de nos jeunes Camerounais et Camerounaises que désormais, on va vivre avec le danger. Et comment vivre avec le danger? Il faut donc éduquer la population, il faut la former, il faut essayer, autant que faire se peut, de rassurer aussi les Camerounais et qu'eux-mêmes ressentent qu'effectivement, les gouvernants ou le système actuel est en train de prendre des mesures. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Merci. Allez-y, Charles Fongan.
Oui, il y a une succession de faits, il y a une constance dans les actes qui sont posés, notamment à l'extrême nord, qui peuvent nous amener à quoi, à donner raison à M. Mouroua sur ce plateau. Nous sommes pratiquement à la 7e attaque et on se rend bien compte qu'aucune de ces attaques-là n'a été officiellement revendiquée. Au Nigeria et au Tchad voisin, après chaque attaque, quelques jours après, on a des revendications. Quand on interroge également le mode opératoire, on se rend bien compte qu'ailleurs, au Nigeria comme au Tchad, surtout au Nigeria, ce sont les lieux de très grande fréquentation qui sont frappés, c'est des grandes villes. Et là-bas, on compte plusieurs dizaines de morts, des centaines de morts. Je ne le souhaite pas ici chez nous, mais depuis que nous vivons ces attentats-là, nous sommes encore à moins de 30 morts. Je dis ceux qui perdent la vie sur place. Donc, quand on interroge les modes opératoires, on a bien envie de se demander si c'est véritablement le Boko Haram, qui sont véritablement ces terroristes-là qui frappent ailleurs. Donc, on a donc de bonnes raisons de croire que le danger est véritablement parmi nous et que les moyens militaires qu'on essaie de mettre en place ne pourraient pas véritablement nous aider à gagner la bataille. Car les moyens militaires voudraient dire qu'il y a une attaque extérieure et qu'on se prépare à faire face à cette attaque extérieure-là. Mais si les forces sont véritablement endogènes, si, je veux dire, le gros de ce qui constitue cette menace-là est à l'intérieur du pays, alors il faut revisiter les moyens qui ont été mis en place depuis. Le président de l'Assemblée nationale a dit, expressément dit que Boko Haram est parmi nous. Il est l'amido, il est chef traditionnel dans un village, dans le Mayo Sava, où on connaît ces attaques-là. Il y a Foundi qui est un ami de Paul Biya, tout le monde le sait, qui, il n'y a pas longtemps, a dit au cours d'une interview avec les journalistes que la menace, que Paul Biya, qu'il faut que Paul Biya dise aux Camerounais qui sont ces gens qui frappent, qui tuent les Camerounais. Donc je pense qu'il est temps qu'aux gens nous disent la vérité. Car on ne peut véritablement faire front et faire face à cette nébuleuse-là que si nous sommes suffisamment informés, nous avons envie de croire qu'il y a des complicités parmi nous. Il est temps qu'on puisse taire ces complicités. Vous avez parlé d'impact psychologique, oui, mais l'impact, c'est bien ce que ces gens-là veulent nous faire vivre. Et moi, je vais profiter pour demander aux Camerounais de ne pas céder à la psychose. Car si ils cèdent à la psychose, c'est bien. Moi, j'ai envie de croire que c'est ce que ces gens-là qui ont entrepris une telle initiative veulent, faire peur véritablement aux Camerounais et peut-être plus tard leur donner un mot d'ordre. On ne sait pas. Si ce sont des gens qui chassent le pouvoir de Yaoundé, à un moment, ils diront certainement aux Camerounais que voyez-vous, ce pouvoir-là est incompétent, incapable d'assurer votre sécurité. Par conséquent, voyez ce que nous vous proposons. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir encore corriger ce qui est fait et non pas seulement se limiter à l'aspect militaire. Il faut également penser, on a parlé au renseignement, et pas seulement se limiter au renseignement sur le plan interne, interroger également les forces extérieures. Oui. On nous a dit qu'il y a des drones. Ailleurs, j'ai vu un reportage France 3, excusez-moi, qui disait qu'on peut repérer une aiguille dans un stade de foot avec le drone. Mais si ces gens-là ont des drones, si ces gens-là ont accepté de nous accompagner, comment expliquer que jusqu'à présent, on n'arrive pas à repérer ces forces, ces extraterrestres? Même à l'extérieur, pour répondre à votre question, même à l'extérieur, les terroristes frappent et pourtant ce sont eux qui ont cette technologie-là. Donc peut-être que... Non, mais les terroristes ailleurs frappent, mais les terroristes ne sont pas circonscrits. Et si on nous dit que Boko Haram est circonscrit dans la forêt de Sambisa, ça veut dire qu'on peut repérer ces Boko Haram et frapper. Mais ailleurs, ce sont des personnes qui sont prises dans la population, qui inclusent dans la population. Mais ici, on nous dit qu'il y a des gens qui sont organisés, qui sont quelque part, qu'on peut repérer et qu'on peut frapper. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la solution. Il y a cette force multinationale de 7500 hommes qui est en train d'être mise en place. Mais j'ai envie de croire que si on ne revisite pas les méthodes, on ne pourrait pas venir à bout de cette nébuleuse. D'accord. Merci Charles Fong. Alors, Emmanuel Ngouaba, Charles Fong a parlé de la psychose, qui peut-être serait l'objectif, c'est-à-dire créer la psychose, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un objectif de déshumanisation derrière? Parce que finalement, on a vu ce qui s'est passé au Tchad avec Idriss Déby quand il a décidé de faire tuer les 10 membres de Boko Haram qui avaient été arrêtés. C'était presque la liesse populaire. Donc aujourd'hui, on est peut-être en train de retourner à la période de la loi du talion. Non, disons que lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur, lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas de règles, lorsqu'il y a des gens qui viennent et qui sont prêts à massacrer des gens de façon aveugle, moi je suis pour la peine de mort. Là je le dis clairement, en tant qu'individu, je suis pour cette peine de mort. Mais permettez-moi déjà d'adresser mes condoléances à ces familles attristées au niveau du Nord, parce que lorsque vous avez fait le Nord, moi j'ai fait le Nord, c'est déjà une zone où les populations vivent très difficilement. Sur le plan éducatif, c'est difficile. Sur le plan sanitaire, c'est difficile. À peine, dans certaines zones, si vous pouvez manger, je me souviens, il y a des moments où on avait de l'argent, mais on n'arrivait pas à manger. Dans la zone de Tcholiré, où je suis passé. Donc, si à toutes ces difficultés qui existaient déjà parce que vous savez très bien, je ne vous apprends rien lorsque je dis que ça a été pendant longtemps, cette zone-là, le Nord et peut-être l'Est aussi, des zones où peut-être
on a noté une certaine faiblesse en termes de politique publique. Donc, si à ces faiblesses-là viennent encore s'ajouter la psychose, vient encore s'ajouter la peur, vient encore s'ajouter le traumatisme, alors il faut bien encourager ces populations-là. Et permettez-moi également de saluer toutes les actions qui sont menées sur le terrain par les autorités gouvernementales et administratives, parce que lorsque vous avez la chance de côtoyer quelques-unes de ces autorités, vous vous rendez compte que pratiquement elles ont perdu le sommeil, hein, parce que les sous-préfets ne dorment plus, les préfets, les gouverneurs, les ministres ne dorment plus. En fait, du moins ceux qui ont directement en charge la sécurité. Maintenant, lorsque vous luttez, lorsque vous combattez un ennemi invisible, c'est extrêmement difficile. On a vu avec le 11 septembre aux États-Unis, on a vu tout récemment les attentats de Charlie Hebdo en France, et même actuellement, nous savons très bien que la France est dans une situation d'alerte, et pas seulement la France. Ça veut dire que c'est une lutte qui sera difficile, et c'est pour cela que je rejoins ce que le docteur disait tout à l'heure, c'est par là que je veux chuter, qu'il faudrait donc, au-delà de la sécurisation des écoles, parce qu'il y a de nombreuses mesures qui ont été prises. Tout à l'heure, le Raoul Soumo, le géostratège, a parlé de la vigilance au niveau des marchés, de la vigilance au niveau des édifices publics, mais j'ajoute particulièrement la vigilance au niveau des écoles, parce qu'au Cameroun, ce qui est extraordinaire, vous avez des lycées de 2000 élèves, vous avez des lycées de 3000 élèves, vous avez des lycées de 5000 élèves. Et par le passé, j'avais critiqué ce genre de lycée. Et je dis aujourd'hui, lorsqu'on a dans ces établissements-là, c'est des établissements où il ne sera pas très aisé pour les... Je n'aimerais pas être un chef d'établissement de 6 000 élèves au Cameroun, parce que ce n'est pas facile. Donc, je pense qu'il faudrait redoubler de vigilance au niveau des écoles, au niveau des établissements, et surtout dans la logique d'une lutte à long terme. Éduquer cette jeunesse. Tout à l'heure, l'auteur a parlé de l'éducation au risque qui n'existe pas, l'éducation à la prévention qui n'existe pas. On peut également ajouter l'éducation à la paix. Il n'y a pas d'éducation à la paix au Cameroun. L'éducation à la non-violence, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'elle existe ailleurs? Justement, c'est pour ça que je parlais de déshumanisation. Parce que c'est vrai qu'au Cameroun, on est vraiment très touché par ce qui se passe, mais le Cameroun n'est pas isolé. Oui, justement, là, quand vous parlez de la déshumanisation, là, vous touchez, sans peut-être le savoir, l'un des aspects fondamentaux de l'éducation. Parce que lorsqu'on parle d'éducation, il y a 3 aspects fondamentaux. Il y a la socialisation, il y a l'humanisation et la personnalisation. Donc, vous voulez tout simplement renvoyer les pédagogues à leur cahier pour qu'on puisse mettre sur pied une éducation, comme disait le docteur tout à l'heure, qui est une éducation réelle et qui n'est pas la scolarisation. Une éducation qui vise vraiment ces 3 objectifs fondamentaux, la socialisation, l'humanisation et la personnalisation, pour qu'on sorte un peu de cette histoire où les gens vont à l'école pour emmagasiner les connaissances et qu'on se dise que demain, il faudrait que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, lorsque cette menace va ressurgir, parce que ce qui est sûr, c'est ce que je souhaite, on va peut-être éradiquer cette menace. Maintenant, est-ce que dans les années à venir, les jeunes aujourd'hui qui ont 15 ans, 20 ans, ne seront pas encore surpris par ce genre de choses? Donc, il faudrait inscrire la lutte dans la durée. Ok, merci. Alors, docteur Yvette Balana, on a parlé des déshumanisation, mais on parle beaucoup d'éducation sur ce plateau. Il faut éduquer les personnes à la paix, il faut les éduquer à la sécurité. La question, c'est comment les États peuvent aujourd'hui réussir ce défi de l'éducation face aux médias, par exemple, aux télévisions, à Internet, qui véhiculent d'autres messages et qui les véhiculent à répétition, parce qu'on peut être sur des réseaux sociaux, on surfe, et à côté, il y a toujours des pages qui vous renvoient à autre chose. Il y a la violence ou un autre type d'éducation qui vient de partout et qui se répète durant toute la journée, tous les jours. Que peuvent faire les États contre cela aujourd'hui? Les États ont tous les moyens pour encadrer ces choses-là. Ce n'est pas impossible. Et il faudrait, je crois qu'on ne peut pas séparer cette thématique que vous abordez avec celle de l'éducation. Oui, vous voyez? On va rentrer dans l'éducation. Vous voulez que j'entre dans l'éducation directement? On parle de terrorisme, surtout de violence dans le monde. Oui, je vous ai dit que la vie est une trame de violence. Et le collègue enseignant vient de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est Boko Haram. Hier, c'était Ebola. On a vu une dame à la télévision montrer son gibier comme cela, comme un trophée, et dire, je vais continuer à manger. C'est vrai. Vous pensez que c'est normal dans un pays, mais on devait la prendre pour l'enfermer. Si on l'enferme, ce qu'on n'a pas fait d'abord au préalable, elle ne sait pas. Elle est ignorante. Voilà la réalité. Donc il faudrait d'abord... Les peuples ne sont pas des moutons. Quand vous parlez d'Internet, ou quand ces choses, ces produits sont arrivés dans nos sociétés, quand est-ce qu'on a formé les gens dans cela? On va entrer dans l'éducation. Même l'éducation aux médias, si vous plaît, voilà, dans cette dimension scolaire. Est-ce que les médias sont régulés? On va toucher... Parce que ça touche à l'éducation. Est-ce que les médias obéissent à une certaine régulation? Ce n'est pas ce que vous appelez les CMC et autres, c'est tout autre chose. Est-ce que les médias s'inscrivent dans une institution culturelle encadrée, organisée par un État? Non, parce que l'institution culturelle, c'est quoi? C'est que un État
sachant que c'est la circulation des biens symboliques, et sachant que ces biens symboliques la forment les imaginaires. L'enfant, ce que l'enfant voit au cinéma aujourd'hui, ce qu'il lit dans le livre, ce qu'il voit au théâtre, c'est ça qui va former le citoyen de demain. Et dans d'autres pays, malgré ce qu'on nous dit sur le libéralisme, ce n'est pas laissé au hasard. Donc l'industrie culturelle, dont le cinéma, le livre, comment je dirais, le théâtre, la musique, font partie de ce qu'on appelle l'industrie culturelle, l'institution culturelle, et elle est organisée à travers diverses instances. C'est connu. Là, je vous parle du cours de mes étudiants de 3e année à l'université. Ils savent cela. Mais pourquoi ce n'est pas implémenté sur le plan politique? Parce que c'est le politique qui organise l'institution culturelle. Une fois qu'il a organisé, une fois qu'il a défini le cadrage institutionnel et juridique, que cela concerne la musique. Vous voyez le désordre que vos télévisions, vos télévisions, je crois, sont les témoins de ce désordre-là au niveau de la musique. Oui. C'est la même chose au niveau du livre, au niveau du cinéma. Donc, parce qu'il n'y a pas un cadrage juridique. Et lorsque le cadrage juridique a été fait, l'État se retire. Parce qu'il n'existe une industrie culturelle dans un pays que lorsque cette industrie a une relative autonomie vis-à-vis du politique. Or, ce sont les politiques qui sont là. Tous les jours, on vous parle d'un ministre qui a fait ceci, qui a fait cela. S'il y avait une vision, celle de définir un cadre juridique clair pour nos industries culturelles et de laisser donc maintenant les animateurs, c'est-à-dire les écrivains, les éditeurs, les cinéastes, les musiciens, en tant que maintenant acteurs de la scène. Et est-ce qu'on aurait, dans ce cas, on aurait peut-être interdit les médias occidentaux parce que c'est quand même eux qui déversent, je veux dire, un maximum de pornographie dans tous les contenus. Il y a toutes les heures, ça il faut qu'on le dise quand même. Vous touchez là la question, on aurait une régulation. Faites pas les acteurs des différents domaines que je viens de mentionner là, tout à l'heure. Or, tant que le politique reste au cœur de cela, parce qu'on est dans des sociétés postcoloniales où on pense que le rayonnement d'un État, c'est le rayonnement des individus. Non, ce n'est pas le rayonnement des individus. Le rayonnement d'un État, c'est la manière dont cet État a organisé le cadre juridique et institutionnel pour que maintenant les choses s'animent d'elles-mêmes et que l'État ne soit là que pour aider. Parce que c'est son rôle régalien, même dans les sociétés de facilitateur, même dans les sociétés qu'on dit libérales. Je vous dis, la question de la circulation des biens symboliques n'est pas laissée au hasard aux États-Unis. Vous ne pouvez pas aller faire publier n'importe quel livre aux États-Unis, au Canada, en France. C'est encadré. Parce que cela obéit à une vision. Ils sont, comment je dirais, très, très regardants dans ce que leurs populations vont lire, vont voir, qu'on ne nous trompe pas sur le libéralisme. D'accord, donc merci. Voilà la réalité. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose, Charles Fonga, allez-y. Moi, je vais revenir à ces frappes de Kerawa. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux qui structurent la paix de confiance. Parce que l'inspecteur pédagogique l'a dit ici, c'est les populations qui sont abandonnées. Et tenir le langage de la vérité voudrait dire à ces populations qu'on a compris. On a compris que pendant plus de 50 ans, on vous a abandonné, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire et qu'aujourd'hui, on s'engage véritablement à le faire. Il y a un plan d'urgence. Oui. Dans le plan d'urgence, on ne le voit pas, on ne parle des plans d'urgence. Il faut dire aujourd'hui, parce que nous savons qu'il y a des esprits malins qui manipulent les déshérités, qui manipulent les personnes pauvres. Quand vous voyez un jeune garçon de 23 ans, je ne sais pas si les Camerounais qui acceptent de porter une bombe, visiblement, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est un plan déséquilibré, mais j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui est désespéré. Donc aujourd'hui, j'ai pu faire également toutes ces régions de l'extrême nord, tous les départements, et j'ai envie de dire qu'effectivement, ces gens, comparés à ceux qui sont au sud, vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Il est temps aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent prennent leurs responsabilités, qu'ils reconnaissent l'échec et qu'ils s'engagent à corriger ces imperfections-là. À l'extrême nord? À l'extrême nord, un peu partout, mais pour le moment, je crois que l'urgence, c'est à l'extrême nord. Car ne pensons pas que nous allons gagner cette bataille si on n'arrive pas nous-mêmes à redonner confiance à ceux qui vivent dans cette région-là et qui, comme l'a si bien dit le docteur, mon voisin de droite, sont complices. Donc ces forces endogènes qui sont à l'intérieur. Et je vais également dire que ceux qui manipulent les Camerounais, croyant que c'est par ces moyens-là qui parlent le pouvoir, j'ai envie de dire à ces Camerounais que non. Quand bien même par nos pouvoirs, vous n'êtes pas sûr que vous serez logé à bonne enseigne. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas ceux-là qui peuvent résoudre les problèmes que vous avez. Ceux qui nous gouvernent doivent prendre leurs responsabilités et que tous ceux qui sont là sachent que ce n'est pas par la violence, ce n'est pas en aidant certaines personnes, un groupuscule tapis dans l'ombre, à accéder au pouvoir, que les problèmes seraient résolus. Je crois que ce pays nous appartient à nous tous. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Ceux qui nous gouvernent ont échoué, mais chacun a une responsabilité
qu'il soit vis-à-vis de ce pays. Alors, merci, docteur Lussomba. C'est vrai que, Charles, vous avez voulu circonscrire encore le problème à Kerawa à l'extrême nord, mais on est en train de parler maintenant sur l'encadrement de la société pour lutter contre la violence. On ne parle pas que de la violence de Boko Haram, c'est juste le prétexte pour rentrer en profondeur. Donc, aujourd'hui, éducation et toutes les autres formes de contrôle qu'on a, mais ce n'est pas que le Cameroun, c'est le cas pour la France, pour les États-Unis. Les contenus, je disais tantôt, des programmes télévisés, on sent qu'il y a une incitation à pratiquement ne plus faire la différence entre le bien et le mal. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que le docteur Isabelle a dit qu'on peut l'encadrer, mais est-ce que c'est facile réellement, compte tenu du niveau auquel on se situe maintenant? En fait, pour répondre directement, et donnant suite à votre question, je dirais simplement que l'encadrement juridique ou institutionnel qu'elle évoque, c'est bien beau. Vous savez, quand on pose les tests, c'est intéressant, mais c'est encore l'application qui pose des sérieux problèmes et surtout d'énormes difficultés. Moi, j'ai voulu creuser le sillon sur un aspect que les autres ont développé, que je voulais davantage mettre un peu de pipe dans le tabac, pour dire en réalité que pourquoi assistons-nous à ces actes de violence aujourd'hui? Moi, je pense que le point culminant se situe au niveau d'une frustration. C'est-à-dire que quand vous regardez bien, il y a une frustration générale. Le panéliste à votre droite a parlé d'un sujet. Mais moi, je dirais qu'il y a un problème de frustration. Et j'avais répertorié un nombre de problèmes en fait, qui densifient ces actes terroristes. J'ai évoqué des problèmes de malgouvernance qui rejoignent justement l'éducation, la prise en compte de l'éducation, l'illettrisme, l'analphabétisme, aujourd'hui qui environne, vous voyez, on évoquait tout à l'heure une jeune fille de 18 ans qui prend une bombe, qui pense sur elle la responsabilité de se faire emballer d'une bombe et se faire exploser. Moi, je pense que c'est un problème d'éducation et Mais est-ce qu'on a besoin d'être éduqué pour savoir que se faire tuer, c'est pas bien? Parce que c'est vrai que les États ont des échecs, mais se faire tuer quand même et tuer des personnes, je veux dire que ça, c'est quand même instinctif. On le sait naturellement que tuer, ce n'est pas bien. Moi, je dois vous dire, Dora, l'éducation, c'est la base. On a évoqué, l'éducation, c'est la base de la société. Et notre collègue a parlé de la socialisation, de la personnalisation. Tout cela part de là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éduqué, vous allez vous laisser entraîner le plus facilement possible. Et comment dire, vous jeter dans des actes de barbarisme que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous devons relever, qui me semble davantage pertinent, c'est que les attaques terroristes ont une vision à court terme. C'est d'attaquer des populations vulnérables, des victimes innocentes. Mais à long terme, c'est déstabiliser le pouvoir. Et j'argumente les propos de mon voisin de gauche pour dire en réalité que les actes terroristes aujourd'hui n'ont pas simplement pour ambition d'entraîner ces morts, ces horreurs, mais aussi la visée perçante, c'est de conquérir le pouvoir. Et s'il faut conquérir le pouvoir en marchant sur le cadavre des innocents, moi je pense que ce n'est pas la bonne démarche. D'accord, oui. Très rapidement. Juste rapidement, pour dire que le collègue publiciste a tout à fait raison en insistant sur le thème de frustration. Et c'est ça qui donne au terrorisme sa dimension globale mondiale. Même. La frustration est au cœur de la société globale. Mais il y a des intellectuels. Oui. Mais Ben Laden sortait d'une famille très aisée. Et il y a beaucoup d'intellectuels quand même dans les groupements terroristes qui ont fait de longues études, mais qui mettent ça au service de l'industrie. Qu'est-ce que vous entendez? Vous ne savez même pas que les intellectuels camerounais sont frustrés? Vous croyez qu'être intellectuel vous met à l'abri de la frustration? Non. Le terrorisme utilise effectivement cette frustration qui a été inscrite dans les rapports à l'échelle mondiale. Mais alors, excusez-moi, docteur, dans ce cas, on le sait, hein, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui et c'est pas non plus demain que ça va s'arrêter. Parvenir à une société égale à tous les niveaux, c'est pas demain, la veille. Est-ce que les intellectuels qui, eux, sont préparés, qui, eux, peuvent comprendre la nature, même les causes de certaines disparités, s'ils ne sont pas suffisamment forts pour comprendre que malgré cela, il ne faut pas céder dans la violence, est-ce qu'on viendra demander ça aux autres? Est-ce que ça reste un problème d'éducation à la fin? Ça reste un problème, je vais aller au-delà du terme éducation, ça reste un problème politique.
pas politicien, je dis bien politique, à l'échelle mondiale et à l'échelle des États. Il y a une injustice dans la société globale, mondiale. Il y a une injustice criarde à l'intérieur des États. Et c'est le terreau de toutes sortes de replis identitaires, de toutes sortes de radicalisme. Il faudrait le dire. Donc c'est une responsabilité quand on dit politique, pas politicienne. Politique dans le sens de la réorganisation des États, du rééquilibrage des rapports de force à l'échelle mondiale, de la redistribution des flux de la croissance. Parce que vous parlez de la France, vous croyez qu'en France, regardez l'identité des terroristes. La France a conçu des ghettos. Au cœur de la France, il y a des ghettos, il y a des gens qui vivent peut-être pire que mon compatriote qui est dans un lobby à Douala, il faut le dire. Et c'est cette frustration-là, cette injustice, ce sentiment le fait de se sentir à l'écart de la société instituée qui crée peut-être, même s'il ne crée pas, qui exploite tout ce terrorisme. D'accord, merci. Emmanuel Ngouaba. Juste un petit mot pour dire qu'il faut faire la différence entre les intellectuels qui conçoivent dans Boko Haram et dans le terrorisme de façon générale. Parce que pour concevoir, il y a des ingénieurs, sûrement, il y a des informaticiens là-dedans, il y a des mathématiciens. Mais attention, qui va être explosé? Qui va prendre la ceinture? C'est une jeune fille de 6 ans, une jeune fille de 8 ans, c'est-à-dire une personne naïve, une personne qui n'est pas encore éduquée. Pas toujours Mohamed Merah, on a eu... Alors, donc, d'une façon générale, en termes de statistiques, le plus grand nombre en Afrique de personnes qui vont directement, le passage à l'acte, c'est des personnes vulnérables, des personnes fragiles et parfois des femmes. Et vous savez que les jeunes filles, surtout, les jeunes filles sont encore fragiles, elles ne sont pas encore matures. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Votre dernier mot sur le sujet, ensuite on parle d'éducation. Oui, mon dernier mot reste le même droit. J'ai dit que cette affaire reste une affaire politique et je dis bien que la bataille qui se tient actuellement ne pourra trouver qu'une solution lorsque on va associer les forces vives, notamment les politiques, la société civile, c'est peut-être les intellectuels comme nous en avons ici sur le plateau, pour qu'ensemble nous puissions parler de la même voix et dire que nous protégeons l'intégrité de notre pays. Si ça reste, comme je dis, le camp du système, du régime Biya actuel, où les gens conçoivent de déstabiliser le pays pour prendre le pouvoir d'État après, je dis non. Voilà pourquoi nous appelons la vigilance des Camerounais et des Camerounaises. Nous sommes d'accord ici là qu'il faut éduquer, il faut former pour que demain, les enfants ou les jeunes filles qui ne connaissant pas dans quel chemin les gens les embarquent puissent être avertis et peut-être avoir une autre vision. On a parlé de l'éducation de la paix, de l'éducation sociale et tout ça. Beaucoup de gens ne le voient pas dans ce sens. Et n'oubliez pas, nous avons parlé de la culture occidentale. Il y a un problème. Nous avons nos cultures à nous. Nous avons nos écrivains à nous. Nous concevons notre avenir par rapport à ce que l'Afrique représente. Mais nous sommes calqués sur une vision occidentale. Comment voulez-vous que les gens qui pensent comme les Occidentaux puissent être, en harmonie avec eux vivant en Afrique? C'est impossible. Voilà pourquoi je suis d'accord avec les enseignants ici, qu'il faut justement éduquer les gens par rapport à nos intérêts, par rapport à nos réalités. Si nous ne le faisons pas, on a tout faux. Et je dis que c'est la responsabilité, comme elle a dit, des politiques. Lorsque les hommes politiques ou les ingénieurs ont conçu et que les hommes politiques peuvent donner le là, les gens vont marcher de gré ou de force. Alors, merci. Cette éducation, justement, on en parle avec le démarrage demain de l'année scolaire 2015-2016, mais avant la transition. Année scolaire 2015-2016, première question Emmanuel Ngouaba, est-ce qu'il y a des innovations, au moins au niveau du MINESEC, dans le système éducatif pour l'année qui démarre demain? Oh bon, disons que l'accent a été mis sur les dispositions sécuritaires. Pour être honnête, les dispositions sécuritaires sont désormais à la une de toutes les réunions et de tout le dispositif qui est mis en œuvre. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'école est désormais au Cameroun un lieu sensible. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que pour la nouvelle année, je suis un peu déçu parce que
lors du Conseil des ministres du vendredi 28 août, on n'a pas parlé d'éducation. Et je précise que 2 jours avant ce conseil, il y a eu un conseil. Oh, j'ai parlé de conseil de cabinet. Conseil de cabinet. C'est pas la même chose. Oui, oui, 2 jours avant, c'est pour ça que je faisais la confusion, il y a eu un conseil de ministres en France. Et l'un des points importants à l'ordre du jour était la rentrée scolaire. Et on a dit tantôt que nous étions des élèves de la France. Donc, chez nous, il n'y a pas eu de conseil il n'y a pas eu de rentrée scolaire au Conseil des ministres. On a parlé des prisons. Il fallait aménager les prisons. Il fallait redorer, peut-être construire de nouvelles prisons, etc. Et il y a certains juristes, je ne suis pas juriste, qui ont vu une relation entre ces dispositions-là, la politique pénitentiaire et l'opération Épervier. Il y a certains juristes qui ont vu une relation. Moi, je suis tout simplement pédagogue. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'au départ, j'étais frustré du fait qu'il n'y ait pas ce point à l'ordre du jour. Mais à la fin, je me suis dit, le Premier ministre a eu raison de ne pas parler de la rentrée scolaire. Parce que le président de la République n'est pas content de l'éducation. Là, je vais un peu m'aventurer dans ce domaine-là. Je vais vous donner 2 indicateurs. Au Cameroun, l'éducation, le secteur de l'éducation bat le record des ministres qui sont allés en prison. J'espère que je serai démenti ailleurs, ou même les gens pourront dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a eu à l'éducation au Cameroun 3 ministres qui sont allés en prison. Un ministre de l'éducation de base, une dame dont je ne vais pas donner le nom, une dame également secrétaire d'État aux enseignements secondaires qui est également allée en prison, et un 3e ministre qui est en fonction, qui est également allé en prison et qui est ressorti de la prison. Oui. Ça, c'est un premier indicateur, le nombre de personnes. Et je ne vais pas citer des hauts cadres du ministère de l'enseignement supérieur ou du ministère des enseignements secondaires ou du ministère de l'éducation de base qui sont actuellement en prison. C'est-à-dire ceux-là qui sont censés montrer la voie, ceux-là qui doivent montrer le chemin. Donc, à la fin, je me dis, le Premier ministre s'est dit, il faut revoir en profondeur ce problème. En 1 heure, parce que vous savez, le conseil de cabinet dure généralement 2 heures. En 1 heure, on ne peut pas résoudre des problèmes aussi compliqués. 2e indicateur, et je vais chuter par là. En 2012, je donne les faits historiques, en février 2012, le président de la République a donné une instruction pour qu'il y ait une réflexion dans le sens de réformer le système éducatif camerounais. Aucun ministre n'a bougé. Le président est revenu en février 2013 et il a dit, je le cite de mémoire, je n'ai pas le document sur les yeux, il a dit, comme je vous l'avais dit en 2012, lancer une réflexion dans le sens de la réforme de l'école au Cameroun. Entre 2013 et 2014, jusqu'à 2015, il n'y a pas eu de réforme au Cameroun, il n'y a pas eu cette grande réflexion souhaitée. Bien au contraire, après son adresse en 2012 et le fait qu'il soit revenu là-dessus en 2013, en 2014, il y a plutôt un ministre qui est allé en prison. C'est pour dire quoi? Je suis très content qu'on parle de l'école, non pas dans les petits détails, les livres et tout le tout, ben c'est bien, c'est l'actualité, mais il faut interroger. Quelle est la vision de notre école? Qu'est-ce qui se passe au niveau des écoles? Est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Est-ce que l'école qu'on a aujourd'hui est susceptible de nous porter vers l'émergence? Moi, je pense que je suis particulièrement content que ces questions fondamentales fassent l'objet de débat aujourd'hui. Alors justement, on parle de cette école et peut-être on va commencer par s'intéresser à nos programmes scolaires. Docteur Yves Balana, ça tombe bien, non seulement vous êtes chercheuse, mais vous enseignez. Certes à l'université, mais quelle idée vous faites-vous du contenu des programmes scolaires? Que ce soit l'éducation de base, secondaire ou même encore université. Madame Dora, vous me posez une question difficile. J'enseigne, mais ce qui a été prévu. Ouais. Je ne suis dans aucun panel chargé et je ne pense même pas que de sitôt, je serai invitée à un panel chargé de réfléchir sur l'éducation nationale. Non, c'est parler des programmes, c'est aller à la périphérie. Vous savez, l'acteur de l'éducation a dit quelque chose. Tant qu'on ne va pas adresser les problèmes d'ensemble des pays africains post-coloniaux, c'est-à-dire qui ont été colonisés et qui restent d'une façon ou d'une autre colonisés, tant qu'on ne les aborde pas de manière globale et systémique, quand vous me posez la question sur les programmes, je suis vraiment embêtée. Parce que notre école, c'est quoi? C'est une école coloniale. Et on ne peut pas aujourd'hui faire, pour dresser l'état des lieux de notre éducation, de notre système scolaire, faire l'économie du processus historique qui a permis l'introduction en Afrique de l'école de Jules Ferry. Ça, on ne peut pas. Parce que l'école de Jules Ferry, on aime bien l'appeler ainsi, mais en colonie,
quand on l'introduit, ce n'était pas l'école de Jules Ferry. C'était une école coloniale, destinée aux colonies, destinée à former même un petit nombre de personnes et à former quoi? Des interprètes, des subalternes, déracinés de leur milieu culturel pour être de véritables agents de la domination et de l'exploitation. Voilà la problématique. Et l'acteur vraiment qui est au cœur, au début, à la base, nous parlait de 2012. Mais Madame Dora, le problème se pose depuis 1960, au moment où, et c'est important que les familles le sachent, depuis 1960, au moment où nos États accèdent à l'indépendance, le problème est mis sur la table. Nous avions eu une école coloniale. Elle a peut-être formé quelques gens très intelligents, mais il y a quelque chose à faire parce que les effectifs vont arriver, ils seront pléthoriques. Nous y voilà aujourd'hui. Donc l'école coloniale est à la base de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau des programmes que vous avez voulu identifier. On ne peut pas s'arrêter seulement au programme. Au niveau des curricula, au niveau même des curricula, au niveau des matériaux didactiques, au niveau même de l'insertion à la fin de la formation, comment insérer ces produits dans un système, entre guillemets, productif, parce qu'il n'est pas productif. Voilà comment on pose le problème. Et pourquoi cela n'est pas fait? Car il dit qu'on n'écoute pas le président de la République, mais c'est depuis 1960. Pourquoi cela n'est pas fait? Parce que l'école coloniale sert les porteurs de pouvoir. L'école coloniale est allée, excusez-moi de prendre, vous avez récupéré mon temps d'antenne après, l'école coloniale est allée à l'encontre de ce que vise l'acte éducatif, comme disait monsieur tout à l'heure. Enseigner, éduquer un enfant, c'est l'intégrer. L'intégration est le fondement de l'éducation. C'est pas chercher des diplômes, il a dit. C'est pas trouver du travail. Et l'intégration, c'est quoi? C'est apprendre à un enfant à vivre dans son milieu, avec les moyens de son milieu et pour son milieu. Vous voyez donc qu'il y a là l'école à la démocratie même, l'école au patriotisme, l'école c'est cela. Donc on ne peut pas. Et l'intégration, avant que je poursuive, l'intégration, non, je ne peux pas chuter. Vous avez récupéré mon temps d'antenne. Excusez-moi, c'est important parce qu'on est à la rentrée. Il faut que les parents comprennent. L'intégration a 3 dimensions. Il y a la dimension ontologique, il a dit, la personnalisation. C'est-à-dire qu'il y a la dimension ontologique, sociopolitique et cosmique. Et cela est au cœur même des sociétés traditionnelles. L'homme politique a dit nos sociétés traditionnelles avaient déjà un système éducatif qui intégrait cette triple dimension. Donc l'intégration ontologique, c'est quoi? C'est qu'on envoie un enfant à l'école pour développer l'être en lui, en tant qu'individu singulier. Donc, chaque individu est porteur d'une intelligence, il faut la développer. Tout le monde est intelligent, tout le monde a un génie. L'école a le devoir de développer ce génie. Mais est-ce que nous sommes dans une société qui accepte même l'intelligence? Que non. Votre chef va vous dire, vous voulez montrer que vous êtes intelligent? Alors on va voir. Votre enseignant, qui est un acteur du système éducatif, vous voulez dire que vous êtes intelligent? Intégration sociopolitique, c'est quoi? Apprendre à un individu à vivre avec les lois et les règlements de son milieu. Regardez dans notre environnement comment nous vivons. Est-ce que vous voyez que nous sommes des citoyens qui sont passés par l'école? Et c'est apprendre même, sociopolitique va dire que c'est apprendre à un individu à être un acteur du système productif. Ça veut dire qu'on doit encourager quelqu'un qui est intelligent parce qu'il va produire non seulement les idées nouvelles, les objets nouveaux, les techniques nouvelles au service de sa société. Donc, il ne peut pas avoir un tel dégât en termes de corruption dans un pays qui a réussi son système éducatif. Et enfin, vous avez donc le sommet de l'intégration qui est l'aspect cosmique. C'est-à-dire qu'on envoie un enfant à l'école pour ouvrir sa perception au-delà de son environnement immédiat. Aujourd'hui, on parle de mondialisation. Mais dans nos sociétés, ce n'était pas la mondialisation. C'était amener l'enfant à comprendre qu'il appartient à un clan, à un pays, à un État, mais cet État fait partie d'un monde qui est visible et invisible, qui a ses lois. Donc, une loi simple, si vous faites quelque chose de mauvais, cela va se retourner sur vous. Et c'est pour cela qu'à un certain âge, on sortait l'enfant de sa famille, on l'a arraché de la famille, on l'amenait dans la forêt sacrée. Est-ce que vous voyez cette triple intégration au cœur du système éducatif? Alors, que non. Voilà. Donc, pour faire le débat, il faut commencer par là. Il ne faut pas prendre, comme disait mon collègue tout à l'heure, des petits bouts. On ne va pas arriver. On n'arrive pas. D'accord, merci, docteur Yvette Balana. C'était normal qu'on vous laisse. C'est très instructif. Alors, docteur Luisson Ambroise Etsumba, il y a quand même beaucoup de dégâts qui sont constatés dans la société et qui, comme le dit le docteur Balana, prouve qu'il y a un échec. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on n'a pas reformé l'école. Mais on va aborder par exemple la question des manuels scolaires qui eux aussi ont un rôle. Est-ce que les manuels scolaires sont choisis de manière à
pallier au moins à 20% à l'échec des politiques mises en place depuis l'indépendance au Cameroun? Non, moi, je ne pense pas. Vous savez, il y a une réalité et nous la ressentons aujourd'hui au sommet des enseignements supérieurs à l'université. Je vous dis, nous sommes à sommet. Ça, il faut le relayer de façon claire et en se regardant dans les yeux pour dire en réalité que nous, enseignants d'université aujourd'hui, nous sommes obligés de refaire, comment on appelle ça, les cours d'orthographe, de grammaire. Parce que justement, la base est faussée. Vous voyez aujourd'hui, les manuels scolaires qui sont en vigueur souffrent d'un certain nombre de mots qui méritent d'être relevés. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, les contenus qui ne sont plus, qui ne répondent plus aux réalités de l'Afrique et même de la spécificité camerounaise. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, je vous parle de 3 prétendants, un mari, de l'autre, je le recite, je parle du mandat, je peux évoquer le Britannicus, autres, que nous avons tous lus, qui restent des documents phares que nous avons eus dans le cursus scolaire et qui ont aujourd'hui, comment dire, renforcé cette autorité à devenir aujourd'hui enseignant parce que la soif de transmettre part aussi de là. C'est-à-dire qu'assurer une bonne éducation, c'est construire comment dire, le développement d'un pays. Parce que tant que cette éducation-là, sur le fondement déjà des ouvrages qui sont mis à la disposition des parents, vous comprenez que ces ouvrages, d'abord, qui brillent par une instabilité notoire, vous ne pouvez pas vous imaginer que nous avons eu un ouvrage en l'année 2013-2014, le même ouvrage disparaît en 2014-2015 et on renouvelle un autre ouvrage en 2015-2016. Vous comprenez? Cette instabilité au niveau des ouvrages pose déjà un sérieux problème que, en fait, ce sont des questions politiques qui se jouent, des questions de marché. Parce qu'en réalité, pour qu'un ouvrage puisse tenir le coup, il faudrait qu'il tienne au moins 2, 3, 4 ans. Ça permet que si vous avez utilisé, le petit frère peut venir l'utiliser et ça fait de sorte qu'à partir de là, il se transmet d'abord sur le plan familial que les dépenses sont réduites. Vous voyez aujourd'hui, nous avons suivi tous les reportages, les parents crient au désastre parce que les livres sont changés à tout moment. Qu'est-ce qui peut donc justifier cela? C'est simplement que les politiques publiques ne pensent pas les questions éducationnelles. Il a évoqué, mais moi je dis, il a souligné un aspect qui m'a donné froid au dos. Un conseil de cabinet qui est présidé par le Premier ministre, on aborde toutes les questions, mais une question aussi centrale que l'éducation. Et à la veille d'ailleurs de la rentrée. À la veille de la rentrée. Vous savez aujourd'hui, quand un universitaire est formé, mon collègue l'évoquait tout à l'heure avec pertinence, en réalité, au-delà de la socialisation, il faut l'intégration. Or, vous voyez aujourd'hui, vous déposez, on souffre véritablement à l'université, vous pouvez déposer une thèse aujourd'hui, comme ça a été mon cas, déposer en 2008, vous venez soutenir en 2012, et vous n'êtes même pas intégré, et attendre encore une intégration. Ça devient compliqué. C'est pourquoi tout à l'heure, même pour les actes de vos carams, j'évoquais les questions de frustration qui aujourd'hui sont au cœur de nos réalités. Donc moi, je pense que l'éducation mérite d'être plus davantage en compte, que le budget même qui est alloué aujourd'hui au ministère devait davantage être suffisamment alloué au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Éducation et au ministère de l'Enseignement supérieur. Parce qu'en réalité, un enfant qui est formé, c'est un citoyen qu'on gagne. Celui qui n'est pas formé, en fait, c'est un individu qu'on perd. D'accord. Il est important qu'on restitue la question de l'éducation qui est au centre de la construction d'un État. Alors, Charles Fongan, les manuels scolaires aujourd'hui, d'après certains experts, ne sont pas forcément de meilleure qualité que ceux d'hier, mais pourtant sont beaucoup plus chers. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je crois qu'elle a abordé ce point, c'est revenir sur ce qui a été dit depuis très longtemps. Nous le savons et nous le décrions depuis, mais rien ne change. Quand nous étions plus jeunes, j'ai eu la chance d'utiliser le même livre et faire les écoles Sacré-Cœur. C'était le même livre pendant des années, pendant plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas cela. On sait très bien pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a toute une mafia. Les éditeurs qui gagnent ces marchés-là sont de connivence avec ceux qui gèrent ce pays. J'ai souvent cité le cas des écoles des champions. Nous savons très bien que les écoles des champions renvoient à certains ouvrages qu'on appelle les champions. Et on nous dit que les écoles des champions sont la propriété, ont été conçues par Madame Chantal Biya. Donc on peut faire le parallèle pour comprendre. C'est-à-dire qu'on décide d'essayer donc le marché de ces livres-là à un éditeur qui crée un livre champion qui en retour reverse, je ne sais pas, une quote-part, une maudite quote-part à des gens qui vont construire des écoles qui portent leur nom. Donc il y a un problème. Donc en fait,
il se trouve simplement que des gens gagnent à pouvoir nous concevoir et proposer des livres de très piètre qualité et parfois des livres dont le contenu reste à désirer. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut interroger l'objectif principal, le rôle qu'on va assigner à l'école aujourd'hui. L'école, c'est un outil de transformation sociale. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'école est devenue un outil de reproduction sociale. C'est-à-dire que ceux qui ont aujourd'hui pu accéder aux cimes du pouvoir veulent perpétuer leur espèce. C'est-à-dire qu'ils veulent reproduire la société telle qu'elle est. Ils sont d'accord avec la société telle qu'elle est et ils veulent la reproduire. Voyez-vous, l'école n'est plus forcément à la portée de tout le monde. L'école est aujourd'hui une institution bourgeoise. Quand on nous parle d'école gratuite, c'est un leurre. On vous dit, à tous les niveaux, vous vous rendez compte qu'on fait tout pour créer des inégalités entre les Camerounais, entre les enfants, parfois les plus maternels. On fait tout pour créer des inégalités à la sortie, au point où, au niveau de l'emploi, on se rend compte que ce n'est pas véritablement le diplôme, ce n'est pas l'école qui garantit aujourd'hui l'obtention d'une activité professionnelle. C'est autre chose. Donc, les buts assignés à l'école ont été dévoyés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut même toucher les contenus. Les contenus sont de nature à asseoir cette dynamique, cette politique-là. Donc, il faut aller interroger exactement ce que ceux-là qui concernent l'école, ceux qui sont censés nous proposer une politique éducative de qualité, ont derrière cette politique, ce qu'ils entendent par politique. Bon, si on reste à la périphérie en regardant les manuels scolaires, j'ai envie de dire que pour eux, les manuels scolaires sont très bons. Qu'ils soient des faits de qualité, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que cela leur permet d'atteindre les objectifs qui sont fixés. D'accord, oui, très rapidement, juste que je passe la parole à... En fait, pour dire aujourd'hui que lors de mes séances de TD, je m'amuse généralement à poser des questions aux étudiants qui veulent être enseignants. Mais je vous dis, aucun doigt ne s'élève parce que pour eux, c'est quelque chose d'inimaginable. Or, l'enseignement est sacré aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup d'étudiants, pourquoi préfèrent, ils disent, non, dès que j'ai ma licence, je fais le concours de l'ENAM, je deviens ceci ou cela. Vous comprenez donc que l'éducation mérite une attention particulière et que l'État prenne la pleine mesure de ce que lorsqu'on a formé des citoyens, cette formation se structure sur la base d'une bonne éducation. D'accord. Alors Jean-Benoît Meuvois, un mot peut-être à ce stade de l'émission sur l'éducation et les politiques mises en place. Oui, nous avons des enseignants sur le plateau. Vous les suivez comment ils sont en train de pleurer. Bon, je dis que les orientaux... D'analyser, en train d'analyser. J'espère que les téléspectateurs ne voient pas en train de pleurer. D'analyser. Ce sont des pleurs. Je crois que l'orientation générale et même les objectifs globaux de l'éducation au Cameroun sont obscurs, inadaptés et inadéquats. Je dis... on ne connaît pas un pays, une nation, un peuple qui a accédé à l'éducation. Oui. À l'éducation, à la scolarisation, à la formation de sa jeunesse, sans véritablement maîtriser la science et la technologie. Chez nous, on a un vrai problème. On a des enseignants formés, mais notoirement en nombre insuffisant. Vous avez un contexte au niveau des infrastructures qui ne ressemble absolument à rien. Vous ne pouvez pas être un enseignant d'université ou un enseignant de lycée. Vous n'avez pas une chaise, un bureau pour vous asseoir et peut-être prendre quelques notes avant le cours. Vous n'avez pas d'électricité. Donc, s'il y a un peu de la brume ou il y a une pluie battante là, et le cours va s'arrêter. À partir de là, ça crée des situations où même l'enseignant et même l'apprenant ne sont pas dans les bonnes conditions pour faire quoi que ce soit. Nous avons parlé de la gratuité de l'école. Je vais vous dire, en 1979, à Monrovia, il y a eu, je crois, le 16e sommet de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine. Alors, le Cameroun avait signé la charte. La charte sur les droits et le bien-être des enfants. Et on disait que l'article 11, si je ne me trompe, dit que l'école est gratuite et obligatoire. Je dis l'article 11. Vous vous imaginez, en 79, on disait que l'école est gratuite et obligatoire. Et on disait ensuite que cela va se propager de façon progressive au secondaire. Nous étions en 79. Vous voyez, nous sommes en 2015. Pratiquement 60 ans, 50 ans après, on est encore en train de payer l'école. L'école est devenue quelque chose de luxueux. Imaginez-vous, les lycées sont devenus pour les pauvres, les parents qui n'ont pas d'argent, des indigents.
Les établissements privés sont devenus pour des bourgeois. Étant fonctionnaires, on ne sait pas comment ils font, ils paient des pensions à quoi 400 500 000, voire 1 million. Et en plus de ça, l'État a failli parce qu'on a libéralisé le système de l'éducation en laissant des gens qui sont des établissements privés de façon désordonnée. Où l'école étant d'abord à but social, ils ont mis maintenant l'école à but lucratif, où quelqu'un te crée 5 écoles, lui seul, à Yaoundé, à Douala, à Bamenda, à l'Est, ils étaient des instituts supérieurs. L'État n'a plus la même mise. Alors là, c'est dangereux parce que la formation, nous avons des enseignants là, la formation des hommes, d'une jeunesse comme la nôtre, des jeunes Camerounais, des jeunes Camerounaises, qui sont censés diriger ce pays demain, et qu'au niveau de la concurrence mondiale, ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes parce que dès la base, tout est faussé. Alors, je pense que les enseignants l'ont relevé tantôt. Le manuel scolaire, par exemple, ça c'est un autre scandale. L'inspecteur parlait que c'est un détail, oui, c'est un détail, mais un détail pertinent où il faut entrer dans la brèche. On ne peut pas se développer avec des manuels conçus en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France. Ça c'est faux. Il faut que les Camerounais qui ont une bonne main d'écriture, qui ont pensé, qui ont écrit. On a parlé de Yonom Bia tout à l'heure, on a parlé de Semen Ousmane, on a parlé de Amadou Kouroukouruma. Ils ont écrit, et ils ont écrit du bon français, du bon anglais, qui peuvent servir par rapport, je dis, à nos réalités et à nos situations. Nous sommes des pays néocolonisés où nous sommes là, où la France ou les États-Unis, lorsqu'ils vont tousser, le rhume va arriver ici là. Alors que nous devons commencer à déconstruire cette vision pour que les enseignants, qui sont des modèles de la société, parce que enseigner, je vous dis, moi, tous mes professeurs, je rêvais d'être qu'un enseignant à l'époque, parce que c'était quelque chose de très beau. Lorsqu'un enseignant te dispense un cours, tu es en train d'aller lire plusieurs jours, mais il fait comment? Est-ce que c'est de la magie? Alors là, les talents, les compétences qu'on acquiert jour après jour, s'incrustent et du coup vous avez des gens qui sont productifs. Mais dès lors que ça va commencer à stagner, les enseignants vont disparaître parce que ce serait une espèce à voie de disparition. Si vous ne les prenez pas en compte, lorsque le professeur dit par exemple que les gens coupent pour dire que les NAM, mais arrêtons avec ça parce que ceux qui nous gouvernent actuellement, ils n'ont pas payé l'école. C'est l'État, les pouvoirs publics qui les ont financés. Les bourses internes, les bourses externes, ils ne l'ont pas payé. Alors, pourquoi ils nous font payer ce qu'ils n'ont pas payé? C'est-à-dire qu'il y a une discrimination et même je veux dire une injustice pas possible. Vous avez fréquenté gratuitement au fond de l'État. Vous avez découvert le monde entier. Vous êtes revenu au Cameroun. Au lieu de perpétuer tout ce qui était bon dans vos expériences, vous perpétuez plutôt ce que vous pouvez avoir comme profit pour un tiers ou pour une tierce autre personne. Et là, nous disons que ce n'est pas normal. Lorsqu'on nous parle de politique publique, vous voyez actuellement, regardez tous les bâtiments des lycées, oui, je vais te chuter par là parce que j'ai parlé du CAG, je voulais finir par là pour dire que, regardez par exemple cette entrée-là, le lycée d'Anguissa à Yaoundé, la peinture n'a pas été refaite, le lycée de Yégué-Sono, le lycée général Leclerc en face d'Assemblée, allez voir, la peinture n'est pas refaite, il y a des salles de classe dont les toitures se sont envolées, et en ce temps de pluie, vous pensez que l'enquête scolaire que vous dites là sera effective partout? Je dis non, parce que il y a, je crois, un enseignant qui l'a dit, je crois, à Lobo, dans un village non loin de la banlieue de Yaoundé, une banlieue de Yaoundé, qui a dit qu'il n'y aura pas d'enquête parce que vous-même regardez la toiture de l'école. Il n'y a pas. Donc, je veux dire que les problèmes de l'éducation au Cameroun sont nombreux. Et si vous permettez, je suis par là aussi également, j'allais oublier, les enseignants que nous parlons tantôt, ils ont quel salaire? Ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Et étant mal payés, le rendement ne peut être. Et est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour enseigner? Parce qu'il y a aussi un débat maintenant sur la qualité des enseignants. Non, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Parce que lorsqu'un enseignant marche à pied, un petit qui l'a enseigné, qui va à l'ENAM hier, à une voiture de service, vous pensez que c'est logique ça? Est-ce que c'est logique? Quelqu'un t'enseigne il y a 10 ans, à peine 2 ans tu travailles, toi tu es véhiculé, lui marche à pied, tu construis une école. Même à l'extérieur, le monde fonctionne comme ça. Le monde ne fonctionne jamais. Attendez, je vais terminer par là. Oui, nous ne devons pas prendre des modèles qui ne nous font pas avancer. Nous disons, nous sommes des pays sous-développés. Nous devons nous battre pour nous développer. Et pour ce faire, on a besoin de femmes et d'hommes capables d'implémenter la vision que les hommes politiques vont définir. On n'a pas besoin de... Alors, mais cette vision, justement, merci monsieur Mevois. Mais cette vision, justement, c'est elle qui pose problème depuis. Hein. Les panélistes sont d'accord ici pour dire que peut-être que l'école ressemble exactement à ce que veulent nos dirigeants.
maintenant, vous avez quand même pris part plusieurs fois au choix des manuels scolaires à ces commissions-là. Parce que nous, on a envie de comprendre comment est-ce que ça se passe. Non, je n'ai pas pris part au choix des commissions. Vous savez qu'il faut être honnête dans le débat. C'est plutôt Ndjo Bongé. C'est Luison Ndjo Bongé, l'ancien proviseur du lycée Jos. Il n'a pas été relevé de ses fonctions. Oui. Il est syndicaliste. Moi aussi, je suis syndicaliste. Il n'a pas été relevé. Il a tout simplement pris sa retraite. Oui. Donc, une retraite bien méritée. Donc, Luison Ndjo Bongé, qui vient de prendre sa retraite, c'est lui plutôt qui a été pendant plusieurs années membre de la commission nationale du choix du manuel scolaire. Et pas plus tard que le 3 septembre 2015, il a donné une interview, si je peux ajouter fleuve, dans la Nouvelle Expression, le 3 septembre 2015. Et je vais vous donner quelques éléments intéressants de son interview. Il dit ceci: il y a des pays comme la Tunisie, où avec 16 000 francs, là je le cite, vous avez tous les livres en terminale. Mais je vous mets au défi, achetez le livre, dès que nous sortons de cette émission, allez demander dans une librairie de la place combien coûte le livre de philosophie de terminale. Non, ma fille, le commentaire de son livre coûte 5 000 francs. Les livres, c'est à partir de 5 000 francs. Bon, nous étions pour le cas de la terminale. Non, nous parlons de la terminale. Donc, je dis qu'à la sortie de cette émission, nous irons dans les librairies et ensemble, nous allons demander combien coûte un livre de philosophie au Cameroun, en terminale, combien coûte le livre de terminale D en SVT. Je vous donne quelques chiffres parce que moi, je marche avec les chiffres. Quand je vais dans les salles de classe, sur 100 élèves au Cameroun, en terminale D, il y a 2 élèves qui ont le livre de terminale D. Les autorités du ministère me suivent. Je dis bien sur 100 élèves au Cameroun. Quand j'entre dans une salle de classe, puis je suis inspecteur. C'est mon rôle d'entrer dans les salles de classe pour inspecter les enseignants. Et je demande toujours aux élèves combien ont un livre de mathématiques, combien ont un livre de SVT, combien ont un livre de français, etc. Il y a 2 élèves qui ont un livre de SVT en terminale D. Et SVT, c'est coefficient 5. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un élève qui n'a pas le livre? Donc, vous voyez donc... Mais ils font des photocopies, non? C'est ça le système. Je ne sais pas s'ils font des photocopies. Il y a 2 qui ont les originaux et le reste... Je ne sais pas. Ils se débrouillent. Je sais qu'ils se débrouillent. Lorsque vous avez lu l'interview de Luison Ndjo Bongé, dans la Nouvelle Expression du 3 septembre, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de pleurer. Quand vous lisez cette interview, ça vous fait pleurer. Ça vous fait vraiment pleurer parce que vous vous demandez bien, est-ce qu'au Cameroun, le livre est devenu une marchandise? Est-ce que c'est un outil marchand ou bien est-ce que c'est un outil didactique? Parce que moi, pédagogue, on m'a appris à l'école normale. J'ai la chance d'être passé par l'école normale. Il y a des gens qui ne sont pas passés par là, même dans les ministères, hein, même au ministère de l'Éducation, éducation de base et enseignement secondaire. Il y a beaucoup qui ont été pris sur le terrain, sur le tas, et qui aujourd'hui sont en train de définir les politiques du manuel, des programmes et tout dans les ministères. C'est bien ou pas? Parce que vous le mentionnez, donc il faut qu'on comprenne pourquoi. C'est un détail pour vous dire que voilà donc un pays, comme disait le docteur Yvette, où des intelligences sont généralement mises sous la table et des, des héros sont transformés en héros. Vous parlez un peu comme qui parfait son gars. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, si vous voulez parler du manuel scolaire, dans l'histoire, il y a un seul ministre qui s'est attaqué à la question, c'est Etundi Charles. Moi, j'aime respecter l'histoire. Au Cameroun, depuis 1960, comme disait le docteur, la question d'éducation, ce n'est pas une histoire d'affaire de 2012, ce n'est pas une affaire de 2000. Depuis l'indépendance, il y a un seul ministre au Cameroun, Etundi Charles, le seul. Aucun docteur, aucun professeur d'université, on a eu des Georges Ngango, Joseph Ouna, etc. L'histoire, nous le connaissons, tous les ministres. Un seul s'est attaqué à la question du manuel scolaire et on sait quelle a été sa fin. Et je vous précise également que Etundi Charles était ministre d'État. C'est-à-dire, un ministre d'État, il était investi de tous les pouvoirs. Il s'est donc dit, avec tous les pouvoirs, je m'en vais m'attaquer aux questions essentielles. Parce que les questions essentielles, tout à l'heure, on a parlé de vision. Tant que vous n'avez pas défini le type de société, parce qu'au Cameroun, on ne s'entend pas. Quel est le type de société qu'on veut construire au Cameroun? On n'a jamais répondu à cette question. Deuxième question, quel est le type d'homme? Quel est le type d'homme qu'on veut former pour vivre dans la société camerounaise? Tout à l'heure, elle a ébauché quelques éléments. Sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan socio-politique, quels sont les ingrédients qu'on va mettre en œuvre pour former cet homme? Ça n'a jamais été fait. Et en passant, je vous signale que lorsqu'on dit système éducatif, c'est administratif. Mais si je sors de ma casquette administrative pour rester dans l'analyse, je vous dirais qu'il y a 2 systèmes éducatifs au Cameroun. Qu'on cesse de mentir. Il y a au Cameroun un système éducatif anglophone et un système éducatif francophone. Il n'y a pas un système éducatif au Cameroun. Je sais que j'aurai encore des flèches. Les gens vont me tirer des flèches. Il n'y a pas un système éducatif au Cameroun. J'attends un débat. J'attends un débat avec les docteurs et les professeurs d'université et je suis prêt à faire ce débat. Non, suivez. Ça veut donc dire que ce que je dis là... Non, oui, je dis donc j'attends le débat. Ce n'était pas le débat. J'ai jeté un pavé dans la mare. Je dis donc qu'à partir du moment où il n'y a pas un système, parce que d'un côté, chacun forme avec ses programmes, ses méthodes et ses examens. De l'autre aussi, chacun forme avec ses programmes, ses méthodes et ses examens. Et à la fin,
On veut avoir un seul citoyen. Moi, je dis que ça pose problème parce qu'il y a le fait qu'on n'ait pas, au départ, défini la vision. On n'a pas défini le type de société, on n'a pas défini le type d'homme qui doit vivre dans cette société. Et ça fait donc qu'on a tout ce cafouillage. Donc, je ne disais pas que la question du livre n'était pas importante. Mais je dis que tant qu'on n'aura pas la vision, on va toujours s'embrouiller dans les questions du livre. On va s'embrouiller dans les questions d'écoles non construites parce que, je suis par là, à l'époque, les enseignants avaient 400 000, 500, 600 000. Peut-être les gens ne le savent pas. Mais c'est la même école. Je vous dis qu'en 1980, au Cameroun, les gens avaient 400 000 francs, mais c'est la même école. Et aujourd'hui? Ça n'a pas changé. Donc, aujourd'hui, la question fondamentale de l'école camerounaise, je suis content pour ce débat, c'est vraiment un débat relevé, ce n'est pas la question des salles de classe, ce n'est pas la question des enseignants mal payés. La question de fond, c'est, comme elle a dit, une école qui n'est pas encore détachée du néocolonialisme. Tout à fait, c'est une école qui reste encore une école extravertie, qui ne forme pas des citoyens pour la construction de la société camerounaise. Tous les symptômes que vous voyez, symptômes de corruption, symptômes de détournement de fonds, symptômes d'antipatriotisme. Mais beaucoup de ces gens fréquentaient à l'Occident aussi. Justement, dans les grandes universités. Justement, mais quand vous suivez, non, attention, l'école est là pour une société. Ça veut dire que quand vous avez fait toutes vos études en France, ce n'est pas sûr que vous êtes un bon Camerounais. Mais par contre, en France, ils ne volent pas non plus. Donc, il faut comprendre. Docteur Lisson Ambroise Essomba, vous vouliez répondre. Alors, est-ce qu'on a vraiment deux systèmes éducatifs? Vous vouliez absolument... Non, j'ai juste voulu lui dire que cela prend en compte la composition sociologique du Cameroun. Vous savez, nous avons les anglophones et les francophones. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on y a pensé à cette fusion. Comme vous voyez, vous avez des lycées où on vous enseigne l'anglais, et des lycées où on enseigne le français. Parfois, il y a des lycées mixtes où vous faites à la fois l'anglais et le français. Donc ça dépend aujourd'hui. Oui, moi, je pense que c'est un système qui est adapté aux réalités sociopolitiques. Aux réalités sociopolitiques du Cameroun. En fait, je le dis. Je pense que les deux systèmes étaient mauvais, hein, mais je dis qu'il faut reconnaître qu'il y a deux systèmes. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il y a un système dans l'unicité. Et il faut aller vers l'unification, l'uniformisation. Alors, docteur Ngouaba, je vous en prie, on l'a suivi. Permettez que le docteur Lisson. Vous dites que c'est le même système. Non. Mais avec deux sous-systèmes pour qu'on comprenne. J'allais dire, il y a un monisme, mais avec une tendance dualiste dans la formation des Est-ce qu'il y a des mots moins compliqués? Parce qu'au quartier, il n'y a pas que des enseignants qui nous suivent. En fait, je le dis simplement pour dire que le système en place aujourd'hui tient compte de la composition sociologique du Cameroun, où nous avons les anglophones et les francophones. Donc, pour ma part, en réalité, il n'y a pas deux systèmes de formation, mais il y a un seul système, mais qui s'applique aux deux tendances que nous avons dans la société camerounaise aujourd'hui. Moi, c'est la réponse simple que je donc, je vous passe la parole. Non, il n'y a pas de problème. Vous ne sentez pas sous pression. Le problème, ce qui m'intéresse le plus, c'est les contenus. C'est les contenus. Quand on dit l'école, c'est le lieu où on donne un enseignement. Donc, dans le mot enseignement, ça veut dire qu'il y a des contenus. On a mis un ensemble de choses. On donne une éducation, non, on a mis pas un enseignement. On dit un enseignement, c'est-à-dire que dans le mot enseignement, c'est un concept. On a mis un ensemble de choses qui sont des contenus. C'est-à-dire qu'on dispense des contenus à des citoyens. Moi, je vais interroger, dans contenu, là, qu'est-ce qu'on y met? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dispenser aux enfants qui sont à l'école? On va apprendre quoi aux enfants? On veut qu'ils deviennent quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs-là? Donc, qu'on soit dans le système anglophone, qu'on soit dans le système francophone, je veux bien savoir ce qu'on enseigne, ce qu'on met dans les contenus. Qui sont ceux qui conçoivent dans les contenus? Et si on conçoit ces contenus-là, c'est pour atteindre quel objectif? Nous en sommes là aujourd'hui. Les livres, quand on parle de livres, les livres sont édités généralement à l'étranger, on a Edicef, on a beaucoup d'éditeurs. Maintenant, ceux qui écrivent, qui conçoivent les contenus des livres, s'ils sont des Camerounais, mais s'ils sont là simplement pour transposer ce qui est fait à l'étranger, c'est-à-dire quand il s'agit d'un nom, comme on parle de loi atlantique, ils décident de remplacer l'eau atlantique par Mungo. C'est-à-dire que si c'est ça, est-ce qu'on fait de l'imitation servile simplement en remplaçant les noms des villes, des citoyens, des personnes, tout simplement. Pas des nationaux, il y a un problème. Maintenant, si le contenu, ce qui est dispensé, est de nature à nous permettre à devenir de bons Camerounais, c'est devenir véritablement des Camerounais. On parle de l'histoire du Cameroun. Dans les livres, est-ce que c'est véritablement notre histoire qu'on enseigne? Mais quand bien même ce sont des enseignants camerounais qui ont écrit cette histoire-là, mais est-ce que c'est l'histoire du Cameroun? On peut aller interroger les mathématiques, on peut interroger beaucoup d'autres contenus qui sont dispensés. Je pense que si on veut former de véritables Camerounais, il est temps que M. Ngouaba, qui sur ce plateau, il est inspecteur pédagogique. C'est-à-dire qu'il a également sa part de responsabilité, même dans les programmes, dans les contenus. Tout à fait, surtout en mathématiques. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent exactement? Est-ce qu'on nous parle des arbres à rapport avec le macabo, le tarot? Mais si vous remplacez le macabo, le tarot, peut-être par
un autre Je suis mec. désolé, les programmes se conçoivent à Yaoundé. À Yaoundé. Oui, Mais est-ce que ces programmes-là, ils sont conçus à Yaoundé et je ne suis même pas impliqué. Voilà. Je ne suis pas impliqué, si vous voulez que je dise la vérité. Oui, vous n'êtes pas c'est impliqué. Yaoundé qui décide tout seul. Puisque Mais vous avez choisi un système centralisé, hyper Voilà. centralisé. Ok, Donc allez demander aux gens de Yaoundé. Il faut dénoncer ce système hyper centralisé. Quand vous voyez un docteur qui vous dit qu'elle n'est pas impliquée dans les programmes à l'université, vous avez vu ça dans un pays du monde? Mais ce n'est pas normal, il faut Voilà, dénoncer. tout à fait. Vous Donc, pouvez pas c'est non. Mais vous devez dénoncer. Vous pouvez pas assumer. Mais ce qu'elle fait tous les jours. Oui, Oui, vous pouvez pas assumer. ce qu'elle fait tous les jours. Vous organisez des colloques, nous, les journalistes, on va relayer. Vous pouvez pas. Je suis d'ailleurs l'un des rares qui dénonce. Il faut le dénoncer, il faut le dénoncer et nous le dénonçons. Tout à fait. Car les contenus, si ces contenus sont conçus à Yaoundé, j'ai envie de dire que ces contenus ne conçus à Yaoundé. cadrent pas avec nos réalités. Tout à fait. Car j'ai l'impression qu'on fait du copier-coller, on change seulement les noms des personnages, D'accord. on change les noms des villes et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes Si on veut construire un Cameroun pour les Camerounais, alors il faut penser aux réalités camerounaises. Tout à fait. D'accord, merci. Alors, Dr. Yvette Balana, chef, on va le dire, il y a des auteurs, mais on constate quand même que les auteurs français qu'on retrouve dans les manuels scolaires, qui sont dans les programmes, c'est surtout quand on parle de littérature. Pourquoi on a peu d'auteurs dès qu'il s'agit des matières techniques et scientifiques? Ça, également, on a pu le noter. Madame. Est-ce qu'il y a des missions? Est-ce qu'il y a des missions de nos scientifiques? Est-ce qu'ils n'écrivent pas des manuels qui sont adaptés aux réalités camerounaises? Pourquoi n'y a-t-il pas de manuel d'histoire en terminale? Parce qu'au Cameroun, il n'y a aucun livre d'histoire, par exemple. Vous ne l'avez pas entendu citer les noms des auteurs camerounais. Voilà. Mais tout à Vous savez, fait. avant d'entrer en littérature, avant docteur. d'entrer Voilà. dans les questions, 2020. avant d'entrer dans les questions techniques, pour éclairer nos téléspectateurs, Jean-Molin, madame, c'est clair. je veux tout simplement vous dire qu'en France, il y a 40 classiques littéraires. Nous sommes leurs élèves. Nous avons été sous tutelle de la France. 40 classiques littéraires qui ne sortent jamais du programme. C'est-à-dire que Mongo Betty n'aurait jamais dû sortir des programmes. Ferdinand Oyono n'aurait jamais dû sortir des programmes. Francis Bébé n'aurait jamais dû sortir. Deuxièmement, quand vous entendez nos écrivains récolter des lauriers à l'extérieur, on vous parle de Calice Beyala, on vous parle de Léonore Amiano, ils ne seront jamais enseignés dans une école primaire en France, je vous le dis. Jamais. Ils vont être à l'université dans un petit canton de département de littérature francophone et au coin de littérature francophone, ils vont aller trouver Dans le cadre de la spécialisation. C'est vrai. Vous voyez, C'est vrai. qu'est-ce que ça dit? Il a posé le problème, quel est le Camerounais que nous voulons former? Le monde est en guerre. On a très bien fait de commencer par Boko Haram. Le monde est en guerre, le monde moderne est en guerre, mais ce n'est pas le conflit armé dont on parle. Le conflit armé n'est que le reflet du choc des blocs historiques qui se sont constitués. Voilà l'honneur. Ça veut donc dire qu'il y a un bloc historique qui détient l'avantage du rapport de force et qui a l'intention de le maintenir coûte que coûte. Et il y a un autre bloc historique, d'autres blocs historiques qui se battent pour inverser la tendance ou alors pour rééquilibrer s'ils ne peuvent pas inverser. Le bloc historique qui a l'avantage, c'est lui qui nous sort les termes d'émergence. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire au Cameroun, émergence. On n'a pas dit le contenu, on dit émergence. Parce qu'ils étaient développés, on était sous-développés. À un moment, il a fallu qu'ils créent émergence pour qu'ils restent les seuls développés. C'est une guerre qui est là. Et dans cette guerre-là, où est l'Afrique? Nulle part. Et c'est à ce niveau qu'il faut interroger la politique nationale du livre au Cameroun. C'est par là. Si l'Afrique ou le Cameroun s'engagent dans cette guerre, et il faut encore souhaiter que les porteurs de pouvoir ne soient plus une émanation du pouvoir néocolonial. Parce que c'est là l'honneur. Si le Cameroun s'engage dans cette guerre-là, alors la politique nationale du livre sera définie à l'intérieur de quoi? D'une institution littéraire. Ce que je vous dis là, je vous l'ai dit que c'est un cours de 3e année dans mon département à l'université. Si les étudiants nous suivent, ils sont au courant, mais ils ne voient pas sur le plateau. Vous voyez dire la désarticulation, vous parlez des contenus, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre en place une institution littéraire. C'est quoi? 3 choses, pour aller rapidement, pour nos auditeurs, pour vos téléspectateurs. Il y a ce qu'on appelle les instances de production et de circulation. Il y a les instances de légitimation et les instances de conservation. Qu'est-ce qu'il y a dans les instances de production et de circulation? Il y a les éditeurs, il y a les libraires et il y a vous, les médias. Montrez-moi un seul média au Cameroun qui a les émissions liées aux livres et à la littérature. S'il vous plaît, parce qu'on aime les enseignants. Non, s'il vous plaît, c'est nous qui votons pour ces députés, c'est nous, nous sommes leurs épouses, leurs femmes. Et on commence à dire que les enseignants n'ont pas les coudées franches. Donc, je reviens à ma présentation. J'ai dit les instances de production et de circulation du livre, les médias ont un pouvoir qui est défini par les pouvoirs publics. Les éditeurs, vous croyez qu'on a des éditeurs au Cameroun, on les compte au bout de doigts, peut-être 2 ou 3. Les autres, ce sont des commerçants du livre. La presse est là pour le témoigner. Ils sont dans un système de clientélisme et ils n'éditent pas
Des textes sont là, des manuscrits sont dans les tiroirs des Camerounais qui portent les aspirations du peuple camerounais, qui portent l'histoire de notre nationalisme. Mais ils ne vont pas éditer, ils attendent la rentrée scolaire pour s'afficher dans sur les chaînes de télévision et dire qu'ils sont des éditeurs, associations des éditeurs. C'est des commerçants. Ce sont même des brigands pour notre société. Parce qu'ils sont en connivence avec des gens qui font que ça n'avance pas. Maintenant, et vous avez les libraires qui sont dépendants, qui sont on attend que le pouvoir autonome. Vous voyez, par là, non, et maintenant, quand vous prenez les instances de légitimation, il faut accorder des récompenses. C'est des critiques littéraires qui sont des spécialistes, c'est des enseignants, c'est des associations. Et vous en arrivez donc des associations d'écrivains, et vous en arrivez donc à ce qu'on appelle les instances de conservation. C'est là où il y a l'école. Le livre ne peut arriver au programme que s'il est passé par ce circuit que je vous ai donné là, c'est-à-dire par des experts de la chose. Vous comprenez un peu? Pour le moment, les livres qui sont au programme ne répondent à rien, ne s'inscrivent pas dans la guerre que j'ai défini, que les blocs historiques se font dans le monde. Donc, l'État a son rôle à jouer, qui est de définir un cadre juridique, d'aider à ce qu'on mette en place une institution littéraire, de subventionner l'édition. Il doit mettre l'argent dans l'édition et laisser donc maintenant les experts. Vous croyez qu'il n'y a pas d'enseignants à l'université de Douala pour dire quel est le livre qui va être enseigné au lycée? On n'a plus que 2 minutes. Écoutez. C'est très intéressant. Alors, la dernière question, puisqu'on se rend compte qu'on n'est pas beaucoup aidé par ceux qui nous dirigent, est-ce qu'on devrait introduire une matière qu'on appelle le nationalisme ou le panafricanisme dans les programmes scolaires aujourd'hui? Non, ce qui est sûr, c'est que si demain les forces progressistes et patriotiques et panafricanistes sont au pouvoir, cela va se faire. Ça, ne vous y trompez pas. Parce que je dis, pour préparer l'avenir du Cameroun et des Camerounais, des Camerounaises, il faut que ces derniers soient bien formés. Et pour cette formation, il faut qu'ils aient une formation professionnelle, une formation scientifique, une formation technique, pour que les citoyens et les citoyennes de demain soient capables de répondre aux défis du monde actuel, qui sont la puissance, la concurrence. Si c'est que nous ne sommes pas à ce niveau, nous serons mangés par les plus forts. Et vous avez dit qu'on n'a que 2 minutes. Je vais faire quelques propositions. Que 30 secondes. Oui, il faut aller vers une école de base obligatoire pour tous les enfants et gratuitement. Ça ne sert à rien de voir les petits enfants qui vendent des bonbons. Merci, monsieur Meuvois. Un mot très rapidement, le dernier mot, Dr Lucien Ambroise Somba, sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, en une phrase. Par rapport au manuel scolaire? Non, par rapport même à ce que nous on peut faire pour combattre ce système qui n'aide pas beaucoup la jeunesse dans l'éducation. Non, moi je pense que, comme l'a évoqué si bien ma collègue, il faudrait davantage impliquer les spécialistes dans, comment dire, dans la conception et surtout le fait de divulguer les livres et les mettre à la disposition des parents et surtout à vil prix. Parce que vous comprenez aujourd'hui, dans un cycle un peu comme la CIL ou disons même en terminale, malheureusement, vous ne pouvez pas développer. On peut concevoir un livre qui a dedans la mathématique, la physique, je ne sais pas trop quoi. Un seul livre, la chimie, donc, il faut interpeller les pouvoirs. Et ça fait de sorte que ça va faciliter les choses. Merci Charles Fangan. Mais peut-être que les enseignants non plus ne nous aident pas beaucoup en consultant parfois des mouvements de grève. On les a vus parfois gréver pour revendiquer autre chose. Pourquoi ne pas faire ce front également? Je sais qu'il y a des enseignants qui vont vouloir répondre. Ce front pour, je ne sais pas, exiger des autorités quand même qu'on mette les pendules à l'heure pour ce qui est... Moi, je l'ai dit ici, et je l'ai dit à M. Koumke-Gouaba ici, qu'on ne les voit pas trop revendiquer, se plaindre de la situation. Il a dit qu'il se plaint, mais peut-être que la voix n'est pas entendue. Oui. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est que les enseignants, tous ceux qui nous gouvernent, doivent penser à mettre un peu l'intérêt collectif au-dessus des intérêts individuels. Car il est clair que quand même ils sont d'une même famille, même si leurs enfants sont bien, on ne peut pas, on dit parfois qu'on on ne peut être heureux tout seul. D'accord. Merci, malheureusement, je ne pourrais pas. Oui, moi, ma conclusion, c'est que tant qu'il y aura des parents d'élèves au Cameroun et une société civile qui pense que l'école, c'est une affaire d'enseignants, je suis désolé, on aura encore pour longtemps une mauvaise école. L'école n'est pas une affaire d'enseignants et nous souhaitons qu'il y ait un forum national de l'éducation pour repenser, clarifier la vision de l'école. Le forum national de l'éducation.
que toute la communauté nationale s'engage à arracher l'avènement d'une nouvelle école. Ce n'est pas notre affaire des enseignants. Alors, en espérant qu'on vous laisse dire un bon chose. Oui, oui, merci. Je vais dire bonne rentrée scolaire à ma mère. Elle est enseignante, Madame Bassat. Alors, merci. Le message est passé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV. Bon début de semaine à tous. Ah, les autres, c'était